8e Transat Québec-Saint-Malo. Alors, au nom du comité organisateur, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Michel Quentin de Formation Nautique Québec et c'est moi qui aurai le plaisir, tout au long de la semaine, de recevoir les conférenciers. Et le premier aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir, M. Mabir. M. Mabir est le gagnant de la Transat Québec-Saint-Malo en 2008. M. Mabir, bienvenue à Québec. Oui, merci. En 2008 et en classe 40, parce qu'il y a eu un autre, comme il y a plusieurs catégories, il y a aussi Francky Vescovier qui avait gagné avec un petit coq, qui était arrivé d'ailleurs devant nous, mais avec un petit coq, c'est un petit peu normal. Oui, tout à fait. On va parler de 30 ans d'évolution de la course au large, mais moi, j'aimerais ça revenir un petit peu avant. Je dis un petit peu. Vous avez commencé à faire de la voile à quel âge, Adam? Moi, j'ai commencé à faire de la voile il y a un peu plus de 30 ans. C'était à l'époque du noir et blanc. J'avais à peu près 11 ans. Et j'ai dit, en fait, j'ai choisi 30 ans d'évolution parce que Québec-Saint-Malo, la première Transat Québec-Saint-Malo était en 1984. Okay. Et on n'est pas encore tout à fait au 30e anniversaire, mais on n'est pas loin. On se rapproche. Et tout le monde s'aperçoit que les choses changent. Et c'est vrai que la course au voile, la course au large à la voile, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, beaucoup changé, tout en restant un petit peu sur les mêmes principes, parce que la mer n'a pas trop changé, heureusement. La course au large, la Transat, minimum 3 équipiers par bateau, je présume. Oui, alors donc sur la Transat Québec-Saint-Malo a l'originalité d'être une course sur équipage, ce qui n'est pas forcément la majorité sur nos bateaux open comme les classes 40 où il y a beaucoup de courses en double, en solitaire, donc on est absolument ravis de faire une course en équipage. Ça permet d'amener les amis. Et on est 3 minimum par bateau. Donc nous, on a choisi de courir à 3. Il y a beaucoup de classes 40 qui sont à 4. OK. Mais je vous ramène il y a 30 ans. Alors, la première course il y a 30 ans. Alors, on a débuté comment? Les premières courses, c'était il y a plus de 30 ans en fait. Moi, j'ai commencé, comme beaucoup, par le dériveur, en Normandie, à Carteret, qui est le centre du monde en Normandie, juste en face des îles anglo-normandes. Et puis, j'ai fait beaucoup de dériveurs. Je pense que c'est un passage important pour faire même pour faire la course au large, parce que c'est sur le dériveur qu'on apprend un petit peu les sensations du bateau, l'assiette, les réglages, la barre. On a vu mieux tout ça sur un dériveur que sur un gros bateau. Par contre, le dériveur a l'inconvénient d'être assez dispendieux, comme on dit chez vous. Ouais. Et alors que coûteux. Coûteux, ok. Alors que la course au large, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Parce que dès qu'on se débrouille un petit peu, on traîne sur les quais et puis on trouve des propriétaires qui sont bien heureux de trouver des bras pour les aider à manier leur bateau. Et s'ils sont contents de vous, ils vous donnent à manger, ils vous donnent vos habits, ils vous blanchissent. Et donc finalement, c'est assez facile de commencer la course au large. Et j'ai laissé tomber le dériveur alors que ça marchait plutôt pas trop mal, pour pouvoir me consacrer beaucoup plus que la course au large où ça ne coûtait rien. Et après, j'ai commencé à avoir des rêves, après avoir fait beaucoup de courses en Manche et en mer du Nord. J'ai commencé à avoir des rêves de courses un peu plus lointaines. Et il y a eu l'opportunité de la première mini-transat en 1977, qui était une transat en solitaire, réservée à des bateaux de 6,50 m maximum. Et ça a été un très gros succès, parce que cette course dure encore aujourd'hui, sous le nom de Transat 650, après ça s'est appelé très longtemps mini-transat. Et j'ai participé donc à l'aventure de la première mini-transat. Et puis comme ça s'était pas trop mal passé, et bien après ça s'est bien enchaîné. Et j'ai enchaîné depuis sur beaucoup de courses au large, en solitaire, en double, en équipage, que ce soit en Atlantique, autour du monde, autour de l'Europe. Et puis toucher un petit peu au solitaire, continuer un petit peu solitaire avec la course du Figaro, avec toutes les transats. Un petit peu la course au large sous toutes ses formes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au départ de la Transat Québec-Saint-Malo, je regarde un petit peu en arrière, pas trop loin en arrière pour pas tomber quand même. Et je me dis que beaucoup de choses ont bien changé. Et il y a des évolutions absolument à tous les niveaux. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui découvrent la course au large aujourd'hui, ça paraît même difficilement imaginable
de savoir comment ça pouvait être il y a 30 ou 40 ans de ça. Parlez-nous-en il y a 30 à 40 ans. C'était quoi la différence par rapport à aujourd'hui? Il y avait beaucoup de différences. Il y avait beaucoup de différences, non seulement pour les gens qui couraient sur le bateau, mais il y avait aussi beaucoup de différences pour le public et pour le spectacle. Alors déjà, pour les gens qui couraient, je pense que les premières différences énormes qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est pas forcément quelque chose auquel on songerait, le public songerait en premier, mais ce qui a beaucoup changé, c'est les équipements personnels, c'est les vêtements. Quand j'ai commencé à courir au large, on était encore à l'époque du jean et du pull marin. Les cirés étaient vraiment de la vraie toile cirée, bien étanche à l'intérieur, pas du tout étanche à l'extérieur, les manches ne fermaient pas, les cols ne fermaient pas. Donc on était tout de suite, on était vraiment en lutte avec les éléments, avant même de penser à battre les autres bateaux. Il fallait qu'on survive au fait d'être trempé et d'avoir froid. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se rappeler ça parce que la course au large, c'est une particularité, c'est que dans tous les sports, je crois que c'est le seul sport où la performance a doublé ou triplé en l'espace de 30 ans. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que tous les petits jeunes auraient peut-être tendance à regarder l'historique des transats et se dire oh, les vieux, ils avançaient vraiment pas avec leur bateau. Je pense que quand Tamarani a dû gagner la Transat en solitaire en 64, je suis très mauvais sur les mémoires des chiffres et tout, mais il a mis un temps qui serait quasiment aujourd'hui, qui ne serait même pas le temps qu'un mini Transat pourrait faire, parce que ça aurait été beaucoup plus long alors qu'avec un bateau de 4 ans. Il faut quand même se souvenir à quel point c'était difficile. Alors, non seulement c'était difficile pour les équipements personnels, mais aussi pour les équipements du bateau. Les winches n'étaient pas en performance, c'était des espèces de treuils. On dépensait une énergie énorme à le tourner avant même qu'il y ait la ficelle qui soit prise dessus. Il y a quelque chose qui a énormément changé aussi, c'est toutes les fibres synthétiques pour les cordages. Ça, c'est assez récent comme évolution. Quand j'ai commencé les premières courses autour du monde, et encore jusqu'au milieu des années 80, il n'y avait pas encore des fibres modernes comme le Tinema ou le Kevlar qui étaient. Et toutes les écoutes, les grilles, la plupart des manœuvres sur les bateaux, et surtout sur les gros bateaux, c'était du câble, c'était du gros câble galvanisé. Et quand les conditions étaient très dures, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens à bord qui étaient autorisés à manipuler ces câbles-là parce que c'est un vrai danger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les fibres modernes, c'est plus facile, c'est moins dangereux. Et ce qui a changé aussi, c'est les voiles. Avec les matériaux modernes, les voiles sont d'abord beaucoup plus performantes, ça tient bien encore, mais elles sont aussi plus légères, donc plus manipulables. Et avant, sur les gros bateaux, avant même de songer à une voile, à faire un changement de voile sur le pont, on dépensait les 3 quarts de son énergie pour aller chercher dans le fond du bateau tellement elle était lourde. Donc ça, c'est un petit peu plus... je dirais que le niveau de compétition a énormément monté. Parce que c'est comme ça. Donc par certains côtés, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui quant au résultat. Et par contre, la navigation, globalement, est quand même plus facile qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans sur les bateaux. Et puis, là où la course au large a énormément changé, c'est surtout pour le public. Alors là, moi, je ne sais pas forcément dire si c'est en bien ou en mal, mais autrefois, avant les moyens modernes de communication, les bateaux partaient. Donc on voyait les bateaux au port, au départ. On les voyait au moment du départ, si on avait de la chance qu'il n'y ait pas trop de brume. Et puis après, c'était la grande inconnue. Il y avait quelques conversations radio par BLU quand ça passait. Et comme il n'y avait aucun contrôle, il pouvait même y avoir des skippers qui bluffaient, qui racontaient n'importe quoi, parce que c'était les skippers qui donnaient eux-mêmes leur position. Et toujours est-il que pour avoir une idée du résultat de la course, eh bien, il fallait attendre que les bateaux arrivent. Donc il ne se passait pas grand-chose entre le moment où les bateaux partaient et puis tout le monde se souvient par exemple de l'arrivée absolument extraordinaire d'Eric Tabarly sur la Transat en 1976 quand il a gagné pour la 2e fois avec Penning 6 surgissant de la brume. Même lui ne savait pas qu'il avait gagné. Et le public a découvert que c'était lui le grand vainqueur au moment où le bateau est sorti de la brume et a franchi les navets la première fois. Donc ça aujourd'hui c'est quelque chose qui a complètement changé parce que il y a des systèmes de positionnement sur les bateaux, il y a des balises, le public peut suivre parfaitement la course grâce au site internet.